Quand on pense hypnose, on imagine tout de suite quoi? Un pendule qui se balance, un spectacle un peu bizarre. Cette idée de perdre le contrôle, c'est ça, non? Il existait une forme d'hypnose bien plus puissante, une qui n'a rien à voir avec tout ça. Une hypnose invisible qu'on vit en fait au quotidien à travers ce qu'on lit dans les médias ou ce qu'on entend dans les discours politiques. C'est précisément cette mécanique qu'on va tenter de décrypter ensemble. Voilà, c'est exactement ça le contraste. D'un côté, on a le cliché, l'image d'Épinal de l'hypnotiseur de spectacle qui fait s'endormir les gens. Et de l'autre, eh bien, c'est notre quotidien. C'est le journal de 20 heures, les discours politiques qu'on entend, les fils d'actualité sur lesquels on passe des heures. Le but ici, c'est pas du tout de nous endormir, au contraire, c'est d'orienter notre perception, notre vision de la réalité. Et tout ça, ça ne se fait pas au hasard, ça repose sur des principes très précis. Alors, premier principe, et c'est peut-être le plus important de tous, le pouvoir de l'attention. C'est simple, avant même d'essayer de convaincre avec des mots, la toute première étape, c'est de réussir à diriger le regard. Et ça porte un nom, la focalisation. C'est un principe de base en hypnose, mais en fait c'est hyper simple à comprendre. Pensez-y. Ce sur quoi on porte notre attention, ça prend toute la place dans notre esprit, n'est-ce pas? Ça devient, l'espace d'un instant, notre seule et unique réalité. Eh bien ce principe, les médias, qu'ils s'en rendent compte ou non, l'utilisent à la perfection. Comment ils font? Eh bien, ils choisissent les sujets qui vont faire la une. Ils décident des images qu'on va voir en boucle, des détails qui vont être répétés encore et encore. Et, ce qui est peut-être le plus puissant, ils choisissent aussi ce dont on ne va pas parler, ce qui est laissé de côté. Forcément, un sujet qu'on voit partout, tout le temps, va nous sembler absolument crucial. Pourquoi? Tout simplement parce que notre attention est capturée et ramenée dessus sans arrêt. Et à l'inverse, c'est tout aussi vrai, un sujet disparaît des gros titres, et hop, c'est comme s'il s'effaçait de la conscience collective. Attention, il faut bien comprendre, ce n'est pas forcément qu'on nous ment, c'est juste une question de focalisation, comme un projecteur qui éclaire une partie de la scène et laisse le reste dans l'ombre. Et une fois que ce projecteur est bien en place, un deuxième mécanisme très puissant lui aussi se met en marche pour donner une couleur, une émotion à ce qu'on est en train de regarder. Voilà, l'attention est captée. Et maintenant, c'est le choix des mots qui devient absolument déterminant. Parce que, et ça c'est essentiel, les mots ne sont jamais neutres. Jamais. Ils installent un cadre, ils créent une atmosphère émotionnelle avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir une seule seconde. Regardons un exemple, c'est très parlant. Le fait, l'événement brut, est le même. On change une loi sociale. Mais si on parle d'une réforme, ça sonne positif, non? Progrès, amélioration. Par contre, si on appelle ça une casse sociale, là, tout de suite, l'émotion est négative. C'est pareil pour une nouvelle politique. Une mesure de sécurité, ça rassure. Une restriction des libertés, ça inquiète, ça crispe. C'est ça, les cadres linguistiques. Des mots qui colorent notre perception et orientent ce qu'on ressent bien avant que la partie logique de notre cerveau ne se mette en route. Et c'est là que tout se joue. L'émotion, elle passe toujours en premier. C'est la porte d'entrée. Cette réaction émotionnelle, elle est instantanée, elle est automatique, c'est presque un réflexe, un mécanisme quasi hypnotique et complètement naturel. La réflexion, l'analyse logique, elle arrive bien après. Et souvent, elle sert juste à justifier l'impression, l'émotion qu'on a déjà ressentie. Ce qui nous amène au troisième et dernier mécanisme. C'est le plus simple de tous vraiment, mais c'est peut-être aussi le plus redoutable, la répétition. Une fois qu'on a l'attention, une fois que le cadre émotionnel est posé, il ne reste plus qu'à marteler le message, pour l'ancrer, pour qu'il devienne une évidence. Là encore, le parallèle avec l'hypnose est frappant. Une suggestion répétée prend de plus en plus de force. Et bien dans le débat public, c'est la même chose. Une idée, une petite phrase, un récit, répété en boucle, encore et encore, va suivre un parcours en 3 étapes. D'abord, ça devient familier. On l'a déjà entendu. Ensuite, ça devient normal. C'est le bruit de fond. Et à la fin, ça devient une évidence. C'est comme ça et pas autrement. Et notre cerveau finit par ne plus la questionner. Pas parce qu'on est faible ou bête, non, mais juste par économie d'énergie, par économie mentale. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est une espèce de transe, mais une transe légère, collective. On n'est pas endormi, évidemment. C'est plus subtil. C'est un consensus ambiant, une sorte de vérité partagée qui flotte dans l'air et qui devient, au final, super difficile à remettre en question tout seul dans son coin. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 mécanismes, la question qui tue, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Une fois qu'on a compris, est-ce qu'on est juste condamné à subir, à être des marionnettes, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? La première réaction, c'est de se dire « mais alors, c'est de la manipulation ». Et la réponse est nuancée. Ce n'est pas forcément le cas. Ces techniques, elles font partie de la communication.
Elles peuvent être utilisées pour de bonnes raisons, pour convaincre, pour rassurer des gens, pour mobiliser autour d'une cause, ou tout simplement pour rendre un message complexe plus facile à comprendre. En fait, le vrai problème, ce n'est pas que cette influence existe. Elle a toujours existé, elle fait partie de la communication humaine, c'est comme ça. Non, le vrai problème, le véritable enjeu, c'est de ne pas savoir qu'elle existe. C'est l'inconscience. Parce que quand on ignore comment ça marche, on ne peut que le subir passivement. Et attention, l'idée en comprenant tout ça, ce n'est surtout pas de devenir parano et de tout suspecter. Pas du tout. C'est même le contraire. L'objectif, c'est de devenir plus lucide. C'est d'avoir les clés, les outils pour se dire « Ah tiens, là on essaye de diriger mon attention sur ce point précis » ou bien « Ok, ce mot-là, il est choisi pour me faire réagir émotionnellement ». Ça permet tout simplement de prendre un peu de recul, de respirer face à un discours qui est martelé en permanence. Le but final, ce n'est pas de s'enfermer dans une bulle et de tout rejeter en bloc. Ce serait impossible et pas souhaitable. Non, le but, c'est juste de passer d'une influence qu'on subit à une influence qu'on choisit. C'est de reprendre une petite part de contrôle, de pouvoir décider consciemment ce qu'on laisse entrer et ce qui façonne notre vision du monde. Parce qu'au final, la vraie question à se poser, ce n'est pas « est-ce que je suis influencé ?» Forcément, on vit en société, on est tous influencés, tout le temps. La réponse à cette question, c'est toujours oui. Donc ça, ce n'est pas la bonne question. La vraie question, celle qui change absolument tout, c'est mais plutôt, suis-je influencé de manière consciente ou de manière inconsciente? Voilà toute la différence. Cette hypnose invisible, elle est déjà partout autour de nous. La comprendre, c'est pas juste un exercice intellectuel. C'est au fond un moyen de retrouver une part essentielle de sa propre liberté de penser.